En 2018, l'Organisation internationale a publié son rapport annuel classant les pays selon les indicateurs de corruption. L'Inde s'est retrouvée en tête du classement avec un taux de corruption atteignant 69%, tandis que le Vietnam a occupé la deuxième place avec un taux de 64%. Autrement dit, 64% des transactions effectuées au Vietnam comportaient une forme de corruption, comme le paiement de pots de vin, la violation des lois et d'autres pratiques illégales. Suite à ce rapport, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien a annoncé une campagne de lutte contre la corruption, qu'il a baptisée la fournaise ardente. Cette campagne a entraîné d'importants changements dans le pays, allant de la démission du président de la République et du président de l'Assemblée nationale à la mise en accusation de plusieurs employés du secteur public. Tous les coupables ont été condamnés à des peines de prison variables, mais parmi toutes ces condamnations, une seule peine de mort a été prononcée. La surprise, c'est que la personne condamnée à mort n'était mentionnée dans aucun rapport des comités de reddition des comptes. Plus surprenant encore, il s'agissait d'une femme qui, avec une intelligence remarquable, a dérobé au peuple vietnamien la somme astronomique de 44 milliards de dollars. Et ce, grâce à un stratagème inimaginable. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la femme qui a pillé le Vietnam. Nous allons décomposer les étapes de cette fraude et expliquer comment cette arnaque a pu se dérouler sous les yeux de l'État et du peuple, sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Cette femme n'a ni trafiqué de substances illicites, ni participé à des activités criminelles conventionnelles. Son crime était exclusivement du vol. Il ne faut pas oublier que la somme qu'elle a détournée s'élevait à 44 milliards de dollars, ce qui a fait de cette fraude l'une des plus grandes affaires de détournement de fonds de l'histoire. Cette histoire ne s'est pas produite du jour au lendemain. Au contraire, il s'agissait d'un plan minutieusement élaboré et mis en œuvre sur plusieurs années. Cette femme, qui était autrefois une marchande ambulante pauvre, est devenue la femme la plus riche d'Asie du Sud-Est. Le plus incroyable, c'est que personne au monde ne savait qu'elle était la femme la plus riche d'Asie, car elle restait totalement dans l'ombre. Son réseau comptait 2700 employés. Elle s'appelait Mai Tay Trung, connue sous le nom de Mai. Elle est née en 1958, 3 ans après le début de la guerre civile vietnamienne. Cette guerre a été le point de départ de son ascension, car l'un des acteurs de ce conflit a radicalement changé son destin. À l'époque, le Vietnam était divisé en deux, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Bien que les deux régions partagent la même culture, la même histoire et la même population, les intérêts politiques et économiques les ont séparés en deux États distincts. En 1955, le Vietnam du Nord a proposé un projet d'unification des deux pays sous le nom de République socialiste du Vietnam, mais le Vietnam du Sud a refusé ce projet de manière catégorique. Ce refus a entraîné une guerre à grande échelle entre les deux entités. Comme dans toute guerre civile, des soutiens et des financements extérieurs sont intervenus, transformant ce conflit interne en une guerre régionale et internationale. L'Union soviétique, la Chine, la Corée du Nord et Cuba ont soutenu le Nord, tandis que les États-Unis, l'Inde, l'Australie, les Philippines et plusieurs pays européens ont appuyé le Sud. Cette guerre a duré 20 ans et s'est soldée par la victoire du Nord, aboutissant à la réunification des deux régions. La politique menée par le Parti communiste vietnamien, alors dirigé par le Nord, a joué un rôle clé dans l'ascension de Mai, qui est passée du statut de simple marchande à celui de milliardaire. Mai était originaire du Vietnam du Sud. Sa famille vivait dans une situation financière relativement stable. Son père était commerçant de poissons. Cependant, la guerre a considérablement dégradé leurs conditions de vie, les plongeant sous le seuil de pauvreté. La situation s'est tellement détériorée que son père a fini par abandonner la famille. Après la disparition du père, la mère de Mai n'avait d'autre choix que de travailler et d'impliquer ses enfants pour subvenir à leurs besoins. Elle achetait des produits simples et les confiait à ses enfants pour qu'ils les vendent sur les marchés. Mai n'avait alors que 10 ans. Ce mode de vie a duré 4 ans, jusqu'à ce que la mère de Mai parvienne à ouvrir une boutique dans le plus grand marché populaire de la ville, où elle a commencé à vendre des produits cosmétiques. Malgré les difficultés, Mai et ses frères ont poursuivi leurs études. À l'âge de 18 ans, elle s'est inscrite à l'université pour étudier l'histoire. Cette même année, la guerre du Vietnam a pris fin, et les deux régions ont été unifiées. Mai comprenait déjà que l'avenir appartenait au nouveau parti au pouvoir, et que ce dernier dirigerait toutes les transactions du pays. Elle a donc tenté d'adhérer au Parti communiste, mais sa demande a été rejetée, d'abord parce qu'elle était originaire du Sud, ensuite parce qu'elle était une femme. À cette époque, aucun sudiste ne pouvait intégrer le parti sans remplir des conditions très strictes. Selon Mai, le Parti communiste était la clé pour posséder les meilleurs biens immobiliers. Elle a alors fait une demande d'adhésion au parti, mais celle-ci a été rejetée. Elle a donc décidé de contourner le problème en trouvant un moyen d'obliger le parti à avoir besoin d'elle, et non l'inverse.
En raison de son vécu difficile, Mei était devenue une femme incroyablement rusée et intelligente, toujours capable de s'adapter aux circonstances. Comme le parti l'avait refusé, elle a choisi de rejoindre l'Union des étudiants du Vietnam, une organisation gouvernementale indépendante qui ne suivait aucune politique et était uniquement composée d'étudiants. Son but était d'aider les étudiants et de faciliter leur démarche. Grâce à sa personnalité unique et à ses compétences en gestion, Mai est rapidement devenue présidente de l'Union des étudiants dans tout le Vietnam, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Son ascension a été facilitée par des pots de vin et le système de corruption profondément enraciné dans le Parti communiste. Cela lui a permis d'acquérir plusieurs magasins dans le marché où sa mère travaillait. Ses frères et ses proches ont tous obtenu des commerces à divers endroits du pays, mais sous une condition, ils devaient y travailler mais partager les bénéfices avec elle à parts égales. Lorsqu'elle est arrivée à la dernière année de ses études, une difficulté s'est posée. Une fois diplômée, elle a perdu son statut d'étudiante, et par conséquent, sa présidence de l'Union. Si elle perdait ce poste, elle n'aurait plus de lien direct avec le parti. Pour contourner ce problème, elle s'est inscrite en faculté de droit avant même d'être diplômée, prolongeant ainsi son statut d'étudiante et conservant son influence. Le Parti communiste lui a alors officiellement proposé d'y adhérer, lui expliquant qu'elle avait désormais rempli toutes les conditions requises pour un citoyen du Sud souhaitant rejoindre le parti. Pourtant, malgré cette offre, Mai a publiquement refusé, voulant préserver son image auprès des étudiants et continuer à être perçue comme une citoyenne vietnamienne indépendante. À ce moment-là, Mai n'avait que 23 ans. Grâce à l'Union des étudiants et au parti, elle a accumulé plusieurs biens immobiliers, et en seulement 5 ans, elle et sa famille sont passés d'une vie de pauvreté extrême à un quotidien luxueux et prospère. Mais tout cela s'est fait dans le plus grand secret. En effet, si leur richesse devenait visible, le gouvernement leur confisquerait immédiatement tous leurs biens, car cela aurait prouvé qu'ils avaient enfreint l'une des règles fondamentales du Parti communiste, l'égalité absolue entre les citoyens. Officiellement, le parti prônait que tout le monde devait travailler et produire, et que l'État se chargerait ensuite de répartir équitablement les richesses entre les citoyens. Mais en réalité, tout cela n'était que des slogans vides de sens. Mai a poursuivi son ascension en obtenant un master en administration publique. Et en 1985, elle a officiellement adhéré au Parti communiste vietnamien. Elle a alors présenté au parti une idée simple, mais qui allait accélérer sa montée en puissance au sein du système. D'après elle, le parti devait renforcer son pouvoir et son influence sur le peuple en contrôlant les biens immobiliers et en consolidant sa puissance financière. Comme le parti détenait déjà l'autorité suprême, il lui suffisait de faire promulguer un décret permettant au Parti communiste de posséder des biens immobiliers. Rapidement, le président du pays a signé un décret autorisant le parti à posséder des propriétés. Dès lors, il est devenu la seule entité du pays à avoir des biens enregistrés à son nom, tandis que le reste de la population n'en était que locataire sous l'autorité de l'État. Avec cette décision, le parti a obtenu un monopole absolu sur le pays. Même si un jour, la loi interdisant la propriété privée était abolie, le parti aurait toujours une avance considérable, car il aurait déjà accumulé une part majoritaire des biens immobiliers du Vietnam. Le parti a validé cette idée et a nommé Mai à la tête du comité chargé de ses acquisitions. Et c'était la première pierre de l'empire immobilier de Mai. De 1986 à 1991, Mai a acquis 189 propriétés. Il ne s'agissait pas simplement de maisons ou de magasins, mais de bâtiments résidentiels, de vastes terrains, d'hôtels, de restaurants et de complexes touristiques dans tout le pays. Elle a également fondé 3 entreprises d'investissement immobilier. En 1991, l'Union soviétique, qui était le pilier du communisme mondial, s'est effondrée. La plupart des décisions prises au Vietnam sous son influence ont alors été annulées, y compris celles concernant la propriété privée. C'est à ce moment-là que l'empire immobilier de Mai est apparu au grand jour. Grâce aux pots de vin et aux transactions douteuses, elle a réussi à se protéger contre toute enquête sur l'origine de sa fortune. Elle n'a jamais cherché à obtenir un poste ou une fonction officielle au sein du gouvernement, car elle savait parfaitement qu'un rôle public l'exposerait au regard du peuple et la rendrait vulnérable aux interrogations. Tant qu'elle restait une simple membre du parti, personne ne prêtait réellement attention à elle. Ceux qui la connaissent la décrivaient comme un renard sous une peau humaine, tant elle était rusée et manipulatrice. En 1997, grâce à son influence, Mai a réussi à effacer complètement son passé et toutes les informations pouvant être utilisées contre elle. Elle a détruit chaque document et chaque dossier compromettant, rendant son casier vierge. Elle a également falsifié des documents prouvant qu'elle était issue d'une famille aisée depuis plusieurs générations, faisant passer toutes ses propriétés pour un simple héritage familial.
Ainsi, ses archives étaient parfaitement légales et ne présentaient aucune faille. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Souhaitant se créer une couverture supplémentaire pour protéger ses futures activités, elle a épousé un homme d'affaires possédant une société immobilière et des investissements en Chine. Toutes les fortunes et les propriétés qu'elle avait accumulées ont alors été enregistrées sous le nom de la société de son mari, de manière à donner l'apparence d'investissements étrangers. Grâce à ce stratagème, elle s'est retrouvée à posséder des gratte-ciel et de nombreux biens immobiliers dans tout le Vietnam. Ils ont fondé plusieurs entreprises de développement immobilier et ont procédé à des fusions, développant ainsi des projets aussi bien au Vietnam qu'en Chine. Sur le papier, tout était au nom de la société et de son mari. Elle, en revanche, n'apparaissait officiellement que comme l'épouse d'un homme d'affaires et en parallèle, une militante du Parti communiste. Cette année-là, elle possédait des parts dans 3 grandes banques vietnamiennes. Son plan était de les transformer en une banque commerciale d'envergure internationale. Pour y parvenir, elle a mis en place un stratagème visant à déclarer ces banques en faillite. La première étape a été de retirer discrètement toutes ses liquidités déposées dans ces 3 banques. Elle y avait placé des millions de dollars sous des identités fictives. En quelques jours seulement, elle a vidé ses comptes, ce qui a entraîné un grave problème de liquidité pour les banques. Très vite, la valeur des actions de ces banques a chuté de manière spectaculaire. C'est alors que Mai est intervenue. Elle a soumis un rapport au ministère des Finances, affirmant que l'effondrement de ces banques entraînerait un désastre économique pour tout le pays. Elle a proposé une solution, fusionner ces banques en une seule et en faire un établissement financier centralisé. Le gouvernement a approuvé son plan et l'a nommée présidente temporaire du conseil d'administration des 3 banques afin de superviser leur fusion. Une nouvelle institution financière a alors vu le jour, la SCB Bank. Grâce à cette fusion, Mai s'est retrouvée à la tête d'un géant financier capable d'emprunter des fonds à l'international. Elle a occupé le poste de présidente du conseil d'administration pendant 1 an. D'après la loi vietnamienne, aucun investisseur ne peut posséder plus de 5% des actions d'une banque afin d'éviter qu'un individu ne prenne le contrôle total de l'institution. Mais Mai avait une autre stratégie en tête. Après la création de la SCB Bank et l'introduction de ses actions en bourse, elle a commencé à racheter des parts, mais toujours sous d'autres noms. Elle a envoyé des personnes de confiance acheter des actions en son nom, tout en ayant accès à la liste des investisseurs, puisqu'elle était présidente du conseil d'administration. En l'espace d'1 an, elle a réussi à racheter 90% des actions de la banque, les enregistrant sous des entreprises fictives basées à l'étranger. Une fois que tout était en place, elle a demandé la nomination d'un nouveau conseil d'administration et s'est officiellement retirée de la direction. Finalement, un conseil d'administration a été nommé, composé uniquement d'investisseurs proches de Mai. Aucun étranger n'en faisait partie. De cette manière, elle a pris le contrôle total de la banque. C'est alors que le véritable pillage des fonds du peuple a commencé. Les citoyens déposaient leur argent à la banque qui leur versait des intérêts. Mais la mission principale de la banque n'était pas de gérer des comptes d'épargne, mais d'accorder des prêts aux investisseurs. Des milliers d'investisseurs ont demandé des crédits, mais seuls ceux liés à Mai ont obtenu une approbation. Mai possédait 90% des actions de la banque et elle avait elle-même désigné tous les membres du conseil d'administration. Mais en apparence, elle restait une femme patriotique qui avait sauvé le pays d'un effondrement économique en fusionnant les banques avant de se retirer de la gestion. En réalité, elle saignait le peuple en secret. Pour comprendre comment Mai a volé l'argent, il faut saisir le fonctionnement des prêts. Une banque obtient des liquidités à partir des dépôts des clients, des investissements et des revenus générés, ainsi que du soutien de l'État. Les prêts immobiliers sont des crédits à long terme, pouvant s'étaler sur 30 ans. C'est cette faille que Mai a exploitée. Elle a fait en sorte que des prêts soient accordés à des sociétés fictives, enregistrées aussi bien au Vietnam qu'à l'étranger. Tous les documents, garanties et preuves semblaient légitimes à 100%, mais en réalité, tout était falsifié. Puisqu'elle contrôlait la banque de A à Z, elle ordonnait simplement au conseil d'administration d'approuver ses prêts. Entre 2012 et 2020, 93% des prêts accordés par la banque ont fini dans la poche de Mai. Grâce à ce système, Mai a réussi à transférer 44 milliards de dollars à l'étranger. Sur le papier, la banque affichait un capital de 100 milliards de dollars, mais en réalité, elle ne possédait plus un centime. Tout avait été siphonné en dehors du pays. En 2018, le Vietnam a été classé comme le 2e pays le plus corrompu au monde, avec 64% des transactions financières entachées de fraude. C'est cette année-là que le secrétaire général du Parti communiste vietnamien a lancé une campagne destinée à éradiquer la corruption. L'opération a balayé tout le monde, y compris le président et le premier ministre, qui ont été destitués. Pourtant, Mai n'a jamais été inquiétée. Grâce à ses manipulations, ses dossiers étaient impeccables, et aucun soupçon ne pesait sur elle. Elle prenait constamment des précautions intelligentes et rapides pour éviter d'être découverte.
Cependant, une erreur qu'elle avait commise en 1997 a fini par la trahir. Quand les enquêteurs ont voulu consulter les archives des membres du parti, ils ont constaté que son dossier était anormalement vierge. Un des membres du comité d'audit, qui avait déjà travaillé avec Mai dans le passé, a découvert que ses propres transactions apparaissaient dans son dossier, mais qu'aucune mention de Mai n'existait dans le sien. C'était une preuve évidente que quelqu'un avait manipulé les fichiers. Le comité de surveillance a alors formé une équipe secrète pour enquêter sur Mai, et tout son réseau a été exposé. L'enquête a révélé qu'elle avait falsifié 16 000 transactions financières en 6 ans, et que son réseau comprenait 2700 personnes. En 2022, Mai a été arrêtée. L'enquête a confirmé que sa fortune personnelle dépassait les 60 milliards de dollars. La plus grande révélation a été que Mai n'était pas seulement la femme la plus riche d'Asie, mais du monde entier. Son procès a duré 2 ans, et en 2024, elle a été condamnée à mort. Mais l'exécution a été suspendue car le Vietnam avait aboli la peine capitale pour les crimes économiques. D'après certaines sources, des personnalités de haut niveau à l'international étaient ses partenaires secrets. Et si elle divulguait ne serait-ce qu'un seul nom, elle serait assassinée en détention. C'est ainsi que se termine l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire flippante.